Alors merci beaucoup à vous tous d'être venus parler de protocole et parler de diplomatie à Valençay. Pardonnez d'abord mon retard dû à un peu de retard que nous avons pris dans la matinée qui nous a amené à avoir ce déjeuner un petit peu plus tard que prévu et donc à être un petit peu plus tard que prévu devant vous pour parler donc de protocole cérémonial et étiquette d'hier à aujourd'hui. L'exactitude et la politesse des rois, disait Louis XVIII, et évidemment, aucun d'entre nous n'est souverain dans cette table, donc nous n'avons peut-être pas absolument besoin d'être exact, mais c'est vrai que l'exactitude, c'est une façon de montrer le respect que l'on porte à celui que l'on a en face de soi, ou ceux que l'on a en face de soi. Pour un roi, c'est particulièrement important, pour un chef d'État aussi. Et donc, je vous prie doublement de m'excuser de ce retard. Alors, protocole cérémonial étiquette d'hier à aujourd'hui. J'ai choisi ce titre parce que il se trouve que j'ai été par deux fois d'abord chef adjoint du protocole entre 1996 et 2001, et puis ensuite chef du protocole entre 2010 et 2016, et que j'ai eu l'occasion donc de travailler auprès de nombreux de nos chefs d'État et de gouvernement, Jacques Chirac, Alain Juppé, Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy, François Hollande et les premiers ministres successifs de 2010 à 2016. Donc j'en ai tiré une sorte de réflexion générale sur l'organisation des voyages, des déplacements, des manifestations officielles, qui me permettent donc d'avoir un peu de durée, d'avoir un peu de distance, d'avoir une vingtaine d'années d'expérience dans ce domaine, sachant que dans ce domaine, comme dans tous les autres, nous sommes dans un monde à évolution rapide. C'est aussi ce qui m'a conduit, mais c'est au moment de la table ronde, que nous en parlerons un petit peu plus, y compris d'ailleurs avec Bernard Vaution, qui a été chef des cuisines de la présidence de la République pendant de nombreuses années, plusieurs décennies. C'est ce qui m'a amené à accepter de diriger cet ouvrage qui s'intitule « À la table des diplomates », l'histoire de France racontée à travers ces grands repas, qui est aussi l'histoire de France racontée à travers les grands événements internationaux qui ont scandé notre histoire depuis 5 siècles. Mais avant de venir à cette dimension historique, je voudrais d'abord que nous fassions un certain nombre de définitions ensemble. J'ai dit donc protocole, cérémonial, étiquette dans l'histoire et aujourd'hui. Ces trois mots de protocole, de cérémonial et d'étiquette n'ont pas exactement la même origine. Protocole, c'est un terme juridique, c'est-à-dire que le protocole, c'est ce qui est convenu. Un protocole, ça peut être aussi un protocole d'accord. C'est un engagement à tenir un certain nombre de principes dans des rapports qui sont d'ailleurs pas nécessairement des rapports internationaux. Ce qui fait que ce terme de protocole est souvent un peu abusivement confondu avec celui de bonne manière ou avec celui d'usage. C'est autre chose, c'est quelque chose de plus public et c'est quelque chose qui engage le protocole. C'est à la fois une activité et un service. Et je reviendrai sur cette dimension de service du protocole puisque j'ai eu le privilège de le diriger pendant 6 ans, tout au moins de diriger celui, comme je disais souvent, de la République française, c'est-à-dire de l'exécutif. Le terme de cérémonial, lui, est un terme qui a une connotation plus liturgique, qui a une connotation religieuse.
religieuse. Un cérémonial, c'est le déroulement d'une cérémonie, pris dans son sens officiel, mais aussi dans son sens religieux, comme je le disais. On parle d'ailleurs dans les églises chrétiennes de cérémoniaire. Un cérémoniaire, c'est quelqu'un qui est chargé de faire en sorte que la cérémonie, c'est-à-dire la liturgie, se passe bien. Et de ce point de vue-là, quand j'étais numéro 2 du protocole, j'ai eu l'occasion de participer, en tant que l'un des organisateurs, au déplacement du pape Jean-Paul II en France pour les Journées mondiales de la jeunesse en 1997. Et j'avais été très impressionné par la qualité des... qui n'étaient pas des petits manuels, qui étaient de vrais volumes, dans lesquels, en lettres assez larges pour être lus, y compris d'un certain temps, hein, c'est comme les psautiers que l'on trouve encore dans certaines églises, de la qualité de la cérémonie qui était décrite, cérémonie religieuse, messe qui était religieuse, avec les répons, les textes, etc. Donc ça, c'est le cérémonial. Le cérémonial, c'est l'organisation d'une cérémonie. Et je dois dire qu'aujourd'hui encore, nous utilisons ce terme entre nous, au service du protocole de l'Élysée, et un déroulement de cérémonie, quelle qu'elle soit, ou un déroulement de visite. Ça peut même être simplement un déjeuner ou ça peut être simplement une rencontre, parce qu'un président de la République ou un Premier ministre, il ne reçoit pas qu'à déjeuner ou à dîner, malheureusement, il a tout au long de la journée à prévoir des rencontres avec les milieux sociaux les plus différents, avec les responsables politiques les plus différents. Et évidemment, eh bien, il vaut mieux que ce soit ordonné, c'est-à-dire qu'il y ait un déroulé. Et donc ces déroulés, entre nous, nous les appelons des cérémoniaux ou un cérémonial. Enfin, l'étiquette, donc il y a protocole, c'est le droit, cérémonial, c'est la liturgie, l'étiquette, c'est la vie de cour, en quelque sorte. Et l'étiquette, au sens propre, elle est liée au placement, c'est-à-dire où mettons les gens, où les installe-t-on, en haut, en bas, à droite, à gauche, comment classe-t-on des personnes? Alors il y a la possibilité, quand on rentre dans une pièce, d'être comme vous vous êtes installés tout à l'heure, c'est-à-dire certains se mettent devant parce qu'ils veulent bien voir ou bien entendre, d'autres préfèrent se mettre derrière parce qu'ils se disent comme ça, si je m'endors, parce que le conférencier n'est pas intéressant, je ne me ferai pas remarquer. Donc ça, il y a l'affaire de personnalité, mais il n'y a pas eu un banc où on a dit... Alors la forme la plus simple de faire des étiquettes, c'est de mettre réservé. Et j'ai été souvent assez frappé d'ailleurs que réservé avait un effet dissuasif et que plus personne ne s'y installait. C'est-à-dire que vous pouvez mettre réservé, sauf des personnes qui sont d'un caractère très orgueilleux. Mais vous pouvez mettre réservé, ça a comme conséquence que personne ne s'y installe, parce qu'on se dit ça doit être réservé pour quelqu'un d'autre que pour moi. Mais quand vous êtes un praticien de l'étiquette, eh bien, vous mettez de manière beaucoup plus exacte et vous essayez de faire en sorte que, compte tenu des hiérarchies différentes des uns et des autres, de leur place dans la société, de leur fonction, hein, vous cherchez à hiérarchiser et à dire en fonction de la cérémonie qui on met devant, qui on met plutôt derrière. C'était assez facile dans une société de cour, c'est-à-dire dans une société extraordinairement hiérarchique où n'apparaissaient que les personnes qui étaient conviées à y apparaître. C'était le cas encore, et c'est d'ailleurs encore le cas dans certaines sociétés, alors occidentales de plus en plus rares, mais dans certaines sociétés arabes ou dans certaines sociétés asiatiques. Mais aujourd'hui, le monde est tellement multiple et surtout tellement mélangé que, évidemment, vous avez du mal à n'inviter qu'un milieu social, aristocratique, homogène, qui sait, alors il suffit de lire Saint-Simon,
qui sait qui est duc et pair, qui est considéré comme prince étranger, quel est le rang d'un prince de l'Église par rapport à un prince laïque. Je dirais aujourd'hui, ça n'est plus le problème, ça n'est plus le sujet de nos sociétés contemporaines. Alors, donc je voulais faire cette petite définition et ensuite vous parler des évolutions du monde contemporain. Il est sûr que ce monde contemporain bouge beaucoup et qu'un service comme le service du protocole de l'exécutif est de plus en plus tourné vers l'international et de plus en plus tourné vers les relations avec l'extérieur parce que, au fond, on peut dire que nous avons de plus en plus de déplacements, de plus en plus de sommets et de moins en moins de cérémonies nationales proprement dites. Alors, les déplacements, c'est vrai que lorsque j'étais chef du protocole, il y a 2-3 ans, j'avais fait une petite statistique et je m'étais aperçu que nous avions en France chaque année à peu près 750 chefs d'État et de gouvernement qui venaient. Donc par rapport à la situation à l'époque de Talleyrand, où la venue en France des souverains espagnols et de leurs princes héritiers avait conduit à un traitement spécifique ici à Valençay pendant quelques années de la cour d'Espagne, mais où encore à l'époque, comme sous Louis XIV, les souverains se rencontraient aux limites de leur sphère d'influence. Et comme je dis, et comme nous l'écrivons à la table des diplomates, si vous prenez la première partie de cet ouvrage, c'est-à-dire celle qui va jusqu'au mariage de Napoléon et de Marie-Louise, jusqu'en 1810, de 1520 à 1810, vous voyez que les grandes rencontres internationales entre souverains, elles ne se font pas dans le pays du souverain, où elles se font généralement à la limite des sphères d'influence, que ce soit l'île aux Faisans entre Louis XIV et Philippe IV d'Espagne, ou que ce soit le premier événement décrit ici, qui est celui de l'entrevue du camp du Drap d'Or. Pourquoi l'entrevue du camp du Drap d'Or entre Henri VIII et François Ier s'est-elle passée à Ardres, qui est entre Saint-Omer et Calais? Eh bien simplement parce qu'à l'époque, Calais était encore un point d'appui britannique en France. Ils avaient perdu l'Aquitaine, ils avaient perdu l'essentiel de leur possession continentale, mais ils avaient toujours gardé ce point d'entrée spécifique qu'est Calais. Et donc, cette rencontre s'est faite dans un endroit qui était situé en France, en l'occurrence donc dans le Pas-de-Calais actuel, mais dans la Picardie de l'époque, mais qui remontait le long de... Ça n'était pas l'Artois, je pense, c'était encore la Picardie qui remontait le long de la côte par Boulogne jusqu'aux environs jusqu'au Cap Grinet. Donc c'était la Picardie, mais à proximité de terres britanniques. Donc ça veut dire qu'à l'époque, on ne voyageait pas, ou si on voyageait, quand on était un chef d'État étranger, c'était les armes à la main pour conquérir des territoires. Donc aujourd'hui, contrairement à ces souverains, et donc je mentionnais Napoléon parce que Tilsit, c'est ça. Tilsit, c'est entre Alexandre Ier et Napoléon, les deux grands souverains de l'époque. On se rencontre pour discuter de l'avenir du monde, on se rencontre dans la zone, c'est-à-dire sur le Niémen, où se rapprochent les deux zones d'influence militaire, politique et diplomatique des deux souverains. Donc aujourd'hui, au contraire, vous avez 750 chefs d'État et de gouvernement qui viennent en moyenne chaque année en France. 750 pour 365 jours, c'est-à-dire que vous en avez en moyenne 2 par jour. Alors donc tous ne viennent pas évidemment en visite d'État ou en visite officielle, comme jusqu'à il y a 2 jours le président Sissi d'Égypte, mais tous viennent en France pour une raison ou une autre qui peut être une raison purement privée, d'autant qu'on a beaucoup de chefs d'État étrangers qui ont des résidences secondaires en France. On est le pays au monde où il y a le plus de chefs d'État étrangers qui ont des résidences, ce qui donne aussi du travail aux chefs du protocole, puisque vous en avez à peu près une soixantaine. Souverains européens, souverains africains, souverains moyen-orientaux, enfin souverains ou chefs d'État d'ailleurs. Hein. C'est connu que... Alors, je ne pense pas que Mme May suive la même tradition, mais ses prédécesseurs, premiers ministres britanniques, avaient l'habitude de passer une bonne partie de leurs vacances d'été en France. Donc ça a des conséquences.
Donc 750 chefs d'État, c'est beaucoup de monde à gérer, même si l'immense majorité des visites sont des visites privées ou des visites de travail. Mais c'est vrai que ça veut dire que, chef d'État ou de gouvernement, ça veut dire que Mme Merkel vient 2-3 fois en France, comme le président de la République va 2-3 fois en Allemagne chaque année. Des présidents comme le président du Liban, le nouveau président, le président Aoun, est venu en visite d'État il y a quelques semaines, mais il est en France très régulièrement. Le roi du Maroc passe plusieurs semaines chaque année en France. Les chefs d'État africains. Donc vous avez un flux constant de déplacements qu'il faut quand même accompagner et gérer, parce qu'un chef d'État ou une personnalité politique, même en déplacement en France, demeure le responsable politique de son pays. Les ministres étrangers, vous en avez à peu près 16 000 par an, donc ça veut dire que vous avez beaucoup de ministres qui viennent, toutes catégories confondues. S'ils viennent, ça n'est pas parce qu'ils sont simplement, si je peux dire, en visite, mais il n'y a pas à les accompagner. Mais il y a déjà un salon d'honneur à ouvrir, vous avez déjà une activité à mener, vous avez déjà une sécurité à assurer en lien avec le ministère de l'Intérieur et le service de la protection. Tout ça fait que cette dimension de déplacement nombreux et la multiplication des sommets, pour avoir été chef du protocole de 2010 à 2016, je sais, pour m'être occupé du sommet du G8, G20 en 2011, l'importance de ces rencontres internationales. Elles sont de plus en plus fréquentes. Vous avez les sommets Afrique-France, vous avez les sommets de l'OTAN, vous avez les sommets, même le président de la République depuis peu de temps participe, par exemple, au sommet de l'ASEAN, qui sont les sommets des chefs d'État et de gouvernement du Sud-Est asiatique. C'est une nouveauté depuis 5-6 ans. Avant, on n'allait pas au sommet de l'ASEAN. Maintenant, on va au sommet de l'ASEAN. Le président Hollande, pour la première fois, même en 2015, s'est rendu à un sommet du Commonwealth. C'est-à-dire que maintenant, vous allez avoir des chefs d'État anglophones qui viendront au sommet de la francophonie, et vous avez des chefs d'État francophones qui iront au sommet du Commonwealth, parce qu'il y a toujours des choses à discuter. Sans parler de l'Assemblée générale des Nations unies, qui conduit chaque année, maintenant, le président de la République à se rendre à New York en septembre. Et je dois dire que ça a un rôle important. Même je parle dans mes fonctions actuelles d'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. Il est clair que c'est parce que le président de la République a amené avec lui Audrey Azoulay, qui était donc la candidate française à la direction générale de l'UNESCO pendant les quelques jours qu'il a passés à New York, et qu'il l'a présenté à un certain nombre de chefs d'État et de gouvernements étrangers, qu'il a montré l'importance que la France attachait à cette élection d'une Française à la tête de cette organisation internationale qui a son siège à Paris. Donc c'est là où on a été le plus utile, si je peux dire, dans la campagne politique pour obtenir ce poste pour une de nos compatriotes. Donc ces sommets sont très utiles, mais évidemment ils changent la nature du protocole, et alors tout autant du cérémonial et de l'étiquette, parce que là où vous aviez une dimension très exceptionnelle que vous retrouvez encore au XIXe siècle, quand vous voyez que la première visite officielle d'une reine d'Angleterre en France est pour l'exposition universelle de 1855. On ne dira d'ailleurs jamais assez à quel point ces expositions universelles ont été les débuts des sommets multilatéraux, et qu'en 1855, plus encore en 67, plus encore en 1889 et en 1900, qui a été en quelque sorte le sommet, vous avez eu énormément de chefs d'État et de gouvernement qui sont venus en France. Simplement, au lieu de venir sur 2 jours ou 3 jours, ils sont venus sur 6 mois. Les expositions universelles, généralement, commençaient vers le mois d'avril et se terminaient vers le mois de novembre. Maintenant, vous avez d'autres moments aussi qui ont ce rôle. Les Jeux Olympiques, par exemple. Donc, vous avez cette sorte de... Alors, cette banalisation du chef d'État, cette banalisation
du souverain fait bien sûr que eh bien, le protocole a été obligé de s'adapter à cette masse de nouvelles activités. D'où d'ailleurs cette théorie du déplacement officiel qui s'appelle à la table des diplomates, mais dans laquelle nous montrons à quel point, au-delà du travail du protocole d'organisation de la visite, il y a toujours comme point d'orgue, comme moment essentiel de la réception officielle ou de la réception d'État, c'est le dîner ou le déjeuner. Le dîner d'État, le dîner officiel, le déjeuner officiel, et que, au fond, et ça c'est un petit peu une tradition française quand même, que l'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays étrangers, et puisque nous sommes en Val-de-Loire, qui a été classé, enfin, la Loire et ses abords ont été classés au patrimoine mondial de l'humanité, nous avons aussi au patrimoine culturel immatériel le repas gastronomique des Français qui a été classé en 2010. Et vous n'avez pas beaucoup de pays qui ont leur repas ou leur alimentation classée au patrimoine mondial. Vous avez, outre la France, vous avez la Chine, le Japon et l'Italie. Si vous voulez. Ce sont les grandes cuisines cohérentes et qui rayonnent au-delà de leurs frontières. Ça n'est pas dire qu'il n'y a pas une cuisine mexicaine ou qu'il n'y a pas une cuisine marocaine ou qu'il n'y a pas une cuisine russe, mais il n'y a pas la même dimension de rayonnement international qu'à la table française. Alors voilà, donc ça c'est un premier élément de grande transformation du travail du protocole, c'est évidemment la multiplication des événements internationaux, une forme de banalisation contre laquelle nous résistons en conservant la qualité de la table. Mais je dois dire, mon cher Charles, qu'il y a aussi un collaborateur au protocole, un collègue au protocole, il y a quelques années, qu'il y a aussi l'accueil de l'ensemble des personnalités étrangères qui sont en résidence en permanence à Paris. En l'occurrence, les 40 000 plus ou moins personnalités à statut particulier, parce que de même qu'on multiplie les voyages, on multiplie aussi les envoyés, les ambassadeurs. Donc nous sommes dans une société de plus en plus globalisée, de plus en plus mondialisée, et les règles de protocole et d'étiquette doivent évidemment s'y adapter parce que le fond du protocole, le fond d'un cérémonial, c'est d'abord et avant tout de bien organiser un événement. Voilà. Un événement protocolairement réussi, c'est un événement où il n'y a pas eu de loupé, où les cortèges sont arrivés à temps, où les personnes ont trouvé facilement leur place, et où il y a eu une fluidité qui est beaucoup plus grande qu'avant, parce que, en plus, évidemment, nous travaillons toujours sous le regard des caméras, même ici. Messieurs, il y a toujours un œil extérieur à l'événement et au lieu de l'événement, ce qui nous change beaucoup des sociétés de cours où tout le monde était en quelque sorte entre soi et toujours à la fois spectateur et acteur, mais sans regard extérieur dans l'espace et extérieur dans le temps. Et aujourd'hui, la moindre petite faiblesse, la moindre petite spontanéité est immédiatement relevée, interprétée, passe en boucle, et puis avec en plus, évidemment, tous les tweets. Je cite volontiers cette anecdote, puisque j'étais chef du protocole, donc j'ai assuré l'installation du président Hollande, donc la période de transition entre le président Sarkozy et le président Hollande. Et la presse a beaucoup dit, mais pourquoi est-ce que le président Hollande n'a pas raccompagné jusqu'à sa voiture le président Sarkozy? C'est simplement parce que leur entretien avait duré beaucoup plus longtemps que prévu, à peu près 2 fois plus longtemps. Il était prévu pour durer une demi-heure et il a duré quasiment 1 heure, et que nous avions pris du retard sur un programme qui était très cadencé ce jour-là, au mois de mai 2012, et que j'ai été obligé à un moment, sachant qu'il y avait 600 personnes qui attendaient en bas,
pour l'installation proprement dite, et qu'en plus on avait tout un programme extrêmement cadencé, j'étais obligé de passer la tête dans le bureau du président de la République, privilège du chef du protocole. D'ailleurs, le président Sarkozy a dit « Ah, il n'y a que lui qui peut se le permettre », dans tous les sens du terme. Et donc, pour leur dire « Messieurs les présidents, nous prenons du retard sur le... » Et donc, conscient de ce retard, surtout le président Hollande, parce que lui, il était le président montant, si je peux dire, c'était lui qui avait sa cérémonie, donc il a pressé le rythme, et c'est pour ça que, alors qu'ils se sont quittés de manière extrêmement chaleureuse, sur le perron, il ne l'a pas raccompagné jusqu'à la voiture. Il a dit, je vais comme ça rattraper un peu de temps, comme on fait quand on est un peu pressé. Et ça a été interprété immédiatement, alors que, sincèrement, ça n'était pas du tout l'intention du président de la République, ni du président qui terminait son mandat, ni de celui qui le commençait. Donc le fait que nous soyons dans un tempo beaucoup plus exigeant et le fait que nous soyons toujours sous le regard des caméras, d'un public, d'un regard extérieur décalé par rapport à l'événement du moment, complique en quelque sorte la tâche. Alors la tâche est évidemment d'un autre côté simplifiée par le fait que nous avons maintenant tous les moyens de communication contemporains qui nous permettent je dirais, diffuser de manière beaucoup plus large. Alors je vois d'ailleurs que ça a une conséquence qui est aussi une conséquence protocolaire. Je suis à la veille d'entamer cette conférence générale de l'UNESCO qui aura lieu la semaine prochaine et la semaine suivante. Et donc il y a beaucoup de pays qui organisent des événements parallèles, des réceptions pour mettre en valeur tel ou tel aspect de leur culture ou de leur système éducatif. Et je suis effaré comme nous avons reçu ces 48 dernières heures à la délégation permanente française auprès de l'UNESCO un nombre d'invitations à des événements qui se tiennent lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on invite quasiment la veille pour le lendemain, tout au moins avec un préavis beaucoup moins. C'est l'avantage et l'inconvénient de la transmission électronique des informations et du net, c'est que évidemment on peut faire beaucoup plus de choses avec beaucoup plus rapidement. Alors ce n'est pas parce que les voyages, les sommets, les déplacements ont dominé en quelque sorte les évolutions récentes du monde. On le voit dans ce livre, donc, qui est divisé en 3 parties. La première partie va jusqu'en 1810. La première commence au Congrès de Vienne et se termine au Congrès de la paix de 1919. Et la troisième, ce sont les voyages, à la fois sommets et voyages bilatéraux du XXe siècle. Nous terminons l'ouvrage par la conférence de Paris, enfin, du Bourget et de Paris, qui a eu lieu en novembre-décembre 2015 pour la conclusion des accords de Paris sur la lutte contre le changement climatique, qui nous a fait atteindre un sommet inégalé depuis, puisque nous sommes arrivés à 157 chefs d'État et de gouvernement réunis au même endroit, le même jour, le 30 novembre 2015, et que ça représente, au fond, les chefs d'État et de gouvernement des 3/4 des pays du monde. Et il n'y a qu'un pays comme la France qui puisse arriver à accueillir à la fois, donc à l'époque, Obama et Poutine, le président d'Iran et le président de Turquie, la présidente du Brésil et le Premier ministre indien. Donc c'est vraiment, d'abord ça prouve que tout un travail d'explication avait été mené à l'avance pour dire vraiment cet accord de Paris. Et c'est ça qui fait la force de l'accord de Paris, même si ça n'est pas un accord juridiquement contraignant, c'est un accord politiquement contraignant. C'est-à-dire que l'immense majorité de la planète, en dehors de petits pays, de petits ensembles, était présent lors de son adoption. Alors,
Ça n'est pas parce que nous avons cette dimension internationale qui a pris le pas sur tout le reste, parce que nous sommes dans un monde globalisé, que ne survivent pas encore un certain nombre de cérémonies publiques qui continuent en France et à l'étranger à avoir leur originalité. Alors en France, ce sont des cérémonies civiques. Ce sont des cérémonies, je dirais, républicaines, avec principalement, évidemment, le 14 juillet, dont la dimension militaire n'échappe à personne, mais également le 11 novembre et le 8 mai, dont également la dimension militaire est assez forte. C'est-à-dire que ce que l'on honore dans ces cérémonies républicaines, dans ces cérémonies publiques, qu'il faut organiser en lien avec le gouvernement militaire de Paris, en lien avec le ministère de la Défense, en lien évidemment aussi avec la préfecture de police, c'est surtout, si je peux dire, la patrie et les morts, c'est-à-dire une tradition nationale, dans le cas du 14 juillet, et une tradition de combats meurtriers qui ont laissé des millions de nos aïeux sur les champs de bataille. Mais ce ne sont pas les seules cérémonies publiques, vous en avez d'autres. Vous avez aussi la panthéonisation, qui est une cérémonie assez importante, qui est une des rares cérémonies que l'on conçoit de manière un peu systématique, en faisant appel à, là aussi ça honore par définition des morts, en faisant appel à des agences événementielles pour essayer de scénariser en fonction du thème retenu ou des thèmes retenus cet événement. Alors là, vous avez... Le protocole est obligé de travailler, évidemment, avec d'autres institutions qui préparent l'organisation de ce type de manifestation. Par contre, vous avez, alors évidemment en France, la cérémonie d'installation du président de la République est quelque chose d'assez réduit, d'assez limité, d'assez simple, sur laquelle je reviendrai si vous le souhaitez. C'est une cérémonie civique, là aussi. Et les obsèques nationales se sont beaucoup simplifiées, beaucoup réduites, et apparaissent maintenant comme un événement qui a lieu aux Invalides, autour d'une cérémonie qui peut être religieuse, si la personne est catholique, ou spécifiquement laïque, dans la cour des Invalides, avec l'armée, des discours et, je dirais, un petit moment assez rapide au cours desquels les troupes passent en revue le cercueil. Voilà. Mais donc vous avez particulièrement peu de cérémonies nationales à organiser en France, parce qu'elles ont un petit peu disparu, elles se sont noyées dans l'ensemble des événements publicitaires ou promotionnels qui dominent aujourd'hui notre vie publique. Ils survivent encore, et nous en avons une d'ailleurs qui se déroule en ce moment même en Thaïlande, à Bangkok, avec les obsèques du roi Bhumibol. Vous en avez un an après son décès. Vous en avez encore dans un certain nombre de pays qui sont des pays, si je peux dire, monarchiques, qui ont gardé une tradition un petit peu à l'ancienne, qui ont gardé la tradition en particulier des sacres. Alors ensuite, pour traiter d'un autre volet, comme je le disais, du protocole et du cérémonial, qui est ni protocole ni cérémonial, mais plutôt étiquette, le placement. Alors le placement, lui aussi, a beaucoup évolué ces dernières décennies, parce que nous sommes dans un monde où, comme je le disais d'entrée, une hiérarchie unique liée à la hiérarchie des corps constitués existe toujours, et nous avons toujours d'ailleurs le décret de 1989, que nous avons quand même été obligés, nous, au protocole, de compléter, qui est le décret donc, du 19 septembre 1989 sur les préséances des corps et autorités assistant aux cérémonies publiques. Alors, c'est très utile. Je vous dis que ça a été complété
parce qu'il n'était pas assez international, c'est-à-dire que c'était un classement, une classification, due largement au préfet Gandouin qui avait eu ce rôle de préparation, qui était une classification nationale. Et nous avons inséré un certain nombre de catégories étrangères, à commencer par les membres du Parlement européen, les commissaires européens, le président de le secrétaire général des Nations Unies. Nous avons dû un petit peu nous inspirer de cette liste nationale pour inclure quelques autres personnalités. Mais donc ce décret est très utile et permet de savoir qui du vice-président du Conseil d'État ou du premier président de la Cour de cassation passe en premier. Mais comme on ne reçoit pas très souvent uniquement des magistrats ou uniquement des hauts fonctionnaires ou uniquement des parlementaires, on se retrouve souvent à devoir quand même mélanger des populations différentes. Et là, alors, on quitte l'étiquette rigide, l'étiquette de cour, pour entrer dans les usages, qui changent d'ailleurs, qui évoluent, comme les usages linguistiques, et pour entrer dans dans une forme de bon sens, dans la façon d'accueillir et de traiter les personnalités qu'on accueille, dans une société évidemment beaucoup moins hiérarchisée et beaucoup moins de classe que ne pouvait l'être celle de l'époque de Talleyrand. Donc, vous avez un certain nombre de services qui traitent de ces sujets, qui sont des services auprès des collectivités territoriales, qui sont des services auprès des assemblées parlementaires. Et si je peux dire, vous avez d'ailleurs un réseau des ressources protocolaires qui s'est constitué il y a quelques années autour du chef du protocole du département du Nord à Lille, Gérard Demps, qui a eu l'idée donc d'organiser une fois par an une rencontre de tous ceux qui, de près ou de loin, s'occupaient de questions protocolaires. Et je dois dire effectivement que ces rencontres sont très utiles pour échanger sur nos pratiques, sur nos méthodes, sur nos usages, sur nos règles de bon sens que l'on et pragmatiques que l'on introduit au fil du temps pour faire face à cet afflux, non seulement de déplacements et de visites, mais également d'événements, de rencontres beaucoup plus importants qu'avant. Voilà ce que je voulais vous dire, un petit peu comme propos introductif, mais je souhaiterais pouvoir répondre à vos questions, on avait certainement, sur ces questions, sur ce sujet du protocole aujourd'hui, des défis qu'il rencontre, des maintiens de traditions qu'il préconise, parce qu'au fond, nous sommes une activité diplomatique pour l'essentiel, pas seulement, mais diplomatique pour l'essentiel, qui s'inscrit vraiment dans une histoire, et en particulier dans cette histoire française, qui est aussi celle du bien recevoir en particulier à table, et ça, ce sera notre sujet suivant lorsque nous traiterons de notre table ronde sur le rôle de la table et de la gastronomie dans la diplomatie. Mais avant de passer à ce sujet, je serai très heureux de pouvoir répondre à certaines de vos questions. Voilà. Y a-t-il une différence entre une visite officielle et une visite d'État, s'il vous plaît ? Je vous réponds tout de suite. Nous avons en France plusieurs catégories de visites. Tous les pays étrangers ne sont pas dans la même situation. La visite d'État, c'est une visite exceptionnelle, avec un certain nombre de caractéristiques, une réception à l'hôtel de ville, un dîner d'État à l'Élysée, le pavoisement des Champs-Élysées, des grands accueils aux Invalides ou à l'aéroport,
Disons que la visite d'État par rapport à la visite officielle, qui est le droit commun de la visite de personnalités étrangères en France, correspond à la volonté de singulariser un chef d'État que l'on souhaite exceptionnellement bien traiter. Soit que ce soit un partenaire de toujours, comme la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, à partir du moment où elle a fait 6 visites d'État durant son règne, on ne peut pas ne pas la recevoir en visite d'État. Le président allemand, le président des États-Unis, d'autres États qui ne seraient pas reçus en visite d'État en France, mais le Mali, par exemple, le Liban, que je mentionnais. Donc c'est la volonté de dire, on est dans une telle relation de confiance avec vous en ce moment que l'on vous reçoit encore mieux qu'en simple visite officielle. On vous reçoit en visite d'État en mettant, si je peux dire, les petits plats dans les grands. Mais vous avez des visites officielles où il y a certains traits de la visite d'État, y compris un grand dîner officiel de 200 personnes ou 250 personnes à l'Élysée. Donc on sait moduler. Mais on a conservé quand même cette qualification. Donc vous avez les visites d'État, les visites officielles, les visites de travail ou visites simples qui sont, alors là, vraiment faites sur mesure. On arrive le matin, on repart le soir. Et puis vous avez les visites privées qui, alors là, couvrent tout ce que l'on peut imaginer, mais qui n'obligent pas nos hautes autorités politiques à recevoir la personnalité. Je voulais vous poser une question. Vous venez de dire que la gastronomie française avait été protégée donc en tant que patrimoine immatériel. Est-ce qu'on peut imaginer, et peut-être ça a été le cas, je l'ignore, mais que la littérature française peut l'être, au même titre que la gastronomie française? Est-ce que, je sais que par exemple dans la ville où j'ai vécu il y a très longtemps, on veut protéger par exemple la promenade des Anglais, et que dans ce sens, l'ancien ministre de la Culture à Yagon est monté avec Estrosi, je crois, à l'UNESCO pour parler de ce genre de choses. Bon, protéger un paysage, protéger des monuments, je comprends, la gastronomie certes. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que la littérature française puisse rentrer dans ce genre de cadre? Alors, derrière les différentes labellisations de l'UNESCO, qui sont des labellisations assez nombreuses, c'est comme ça que fonctionne l'UNESCO. Elle a un rôle normatif, mais elle a dans le domaine éducatif, scientifique et culturel mondial, c'est une agence spécialisée des Nations Unies, mais elle a un rôle de labellisation, c'est-à-dire de définir les bonnes pratiques ou les choses qui sont vraiment exceptionnelles. Ce rôle, il est encadré par des conventions. Donc vous avez le champ d'application des conventions. Et là, vous avez 2 conventions, en l'occurrence, vous avez la convention de 72 sur le patrimoine culturel, monumental et naturel. Donc c'est grosso modo l'extension au monde entier de la loi de 1913 sur les monuments et les sites. C'est-à-dire que ce sont les monuments historiques et les sites exceptionnels qui sont destinés en quelque sorte à être protégés mondialement. Vous en avez un petit peu plus de 1000 actuellement qui ont été protégés. Donc là, c'est par exemple les bords de la Loire, enfin la Loire et ses abords, c'est par exemple la cathédrale de Chartres, c'est le château de Versailles, c'est aussi, et là déjà c'est une doctrine qui évolue depuis quelques années, les climats de Bourgogne, considérés également comme à la fois un lieu, puisque vous avez les hospices de Beaune, le palais ducal de Dijon, mais vous avez aussi les climats, c'est-à-dire au fond ces coteaux de la Côte d'Or avec les climats qui sont ces parcelles d'inclinaison et de cépages différents qui font toute la richesse du vignoble bourguignon. Ça a été classé au titre des paysages culturels en quelque sorte. Ça, c'est la convention de 1972. Et puis vous avez la convention de 2003, qui est la Convention sur le patrimoine culturel immatériel. Le patrimoine culturel immatériel, au départ, dans l'esprit des concepteurs de cette convention, c'était avant mon arrivée en tant qu'ambassadeur auprès de l'UNESCO, c'était les arts et traditions populaires. Donc il faut qu'il y ait une dimension art et tradition populaire. Donc on peut classer la tapisserie d'Aubusson,
On peut classer récemment une tradition très locale qui est le carnaval de Granville, parce qu'il y a une dimension populaire locale. C'est-à-dire que ce qui vaut dans le dossier, c'est surtout l'ensemble des savoir-faire. C'est à ce titre-là que la gastronomie, plus exactement le repas gastronomique des Français, a été classé. C'est-à-dire que ce que l'on a classé, c'est le savoir-faire de tous ces artisans qui sont les cuisiniers, les chefs, les serveurs aussi, le service à la française, et même indirectement la porcelaine de Sèvres, le cristal de Baccarat, etc. C'est savoir-faire. Voilà. La littérature, non, c'est... voilà. On a d'ailleurs un sujet très compliqué parce que des personnes qui veulent absolument que soient classées au patrimoine culturel immatériel les valeurs du football. Et on leur explique que c'est très respectable, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si les valeurs du football, d'ailleurs, sont plus respectables que les valeurs de la marche à pied ou du cyclisme, mais c'est la valeur des artistes de la compétition de football. C'est de plus en plus, la valeur, effectivement, monte. Mais surtout, on leur explique que ce n'est pas... un art et tradition populaire. Je veux dire, ce n'est pas un ensemble de savoir-faire et d'artisanat et qu'on a du mal. Alors, ils veulent se reconvertir dans les valeurs de l'olympisme. Mais alors, évidemment, le CIO est hostile et dit non, mais ça, le sport, c'est autre chose que l'architecture ou... Alors, par contre, la littérature, d'une certaine manière, est quand même classée parce que vous avez un autre système qui s'appelle de classement qui s'appelle Mémoire du monde, qui est surtout un classement ou une inscription au patrimoine mondial de fonds d'archives. Et vous avez des fonds d'archives, mais alors c'est indirect, c'est les fonds d'archives de tel ou tel écrivain qui peut, ou de tel et tel scientifique. Par exemple, les archives de Louis Pasteur à l'Académie des sciences et à Arbois sont classées à ce titre. C'est-à-dire qu'on peut concevoir qu'un écrivain qui a réuni... Alors, il y a des écrivains étrangers, il n'y a pas d'écrivains français à ce titre, mais ce sont c'est en quelque sorte ces brouillons, ces premières... mais là, c'est plutôt un travail d'archivistique, c'est-à-dire que ce qui est classé, c'est qu'il été conservé ce fonds de documents. Voilà, donc c'est comme ça que la promenade des Anglais et l'invention du tourisme balnéaire à Nice depuis le XVIIIe siècle demande à être classé au titre du monumental et que par contre on aura classé la gastronomie, enfin, le repas gastronomique des Français au titre des arts et traditions populaires, enfin du patrimoine culturel immatériel. C'est un peu paradoxal de classer les bons repas dans l'immatériel parce qu'on est vraiment dans les plaisirs des sens. Une autre question. Les normes protocolaires étant ce qu'elles sont, quelle peut être l'influence de la personnalité d'un chef d'État, par exemple notre président, dans l'organisation de la visite d'un chef d'État étranger? Je pense les goûts culinaires du président Chirac comparés à ceux des goûts culinaires du président Sarkozy ou des goûts culinaires du président Hollande. Je pense les goûts en matière de littérature également, entre le président Mitterrand et puis le président Charles de Gaulle, par exemple. Quelle est l'influence pour les normes qui sont connues et reconnues? Quelle est l'influence dans l'organisation pratique des visites entre chefs d'État? Alors, un chef d'État garde toujours une marge de choix. C'est clair. Maintenant, la grande différence, c'est plus entre ceux qui sont purement des chefs d'État cérémoniels et ceux qui sont dans la vie politique, dans le combat politique en permanence. C'est-à-dire que malgré leurs traits de caractère différents et leurs goûts qui peuvent être différents, je n'ai pas vu de grande différence de fonctionnement entre messieurs Chirac, Sarkozy et Hollande, ils sont quand même très contraints par leur emploi du temps, leur agenda, la nécessité d'aller vite, d'aller à l'essentiel, le regard des caméras, comme je dis toujours. Et donc, au fond, c'est vraiment à la marge, mais ils peuvent avoir à la marge une petite influence, et on n'imposera jamais un programme
à un président de la République. Il est clair que, par exemple, dans le domaine de l'organisation des déplacements, Nicolas Sarkozy souhaitait qu'on allège ces programmes, toujours en disant « ne me faites pas faire trop de choses, ne me faites pas parler trop souvent ». C'est pas parce que les voyages maintenant sont de 24 heures ou de 48 heures qu'il faut absolument faire ce que le général de Gaulle faisait en 5 jours en une journée. Il faut choisir. Voilà. On a moins de temps, mais il faut choisir, parce que sinon on perd le sens. Donc Nicolas Sarkozy voulait qu'on allège les programmes pour avoir des temps de respiration. François Hollande avait plutôt tendance à vouloir que l'on fasse tout, c'est-à-dire que voilà, qu'il voulait vraiment ne rien manquer et absolument tout cocher, la dimension économique, la dimension sociale, la dimension culturelle, la dimension symbolique, etc. Donc on était peut-être plus contraints, mais encore une fois, ça joue quand même assez largement à la marge. Alors c'est très différent pour les chefs d'État qui sont de représentation. C'est très différent pour la reine d'Angleterre, ou c'est très différent pour le roi des Pays-Bas, mais il n'y en a pas beaucoup des chefs d'État. Ou d'ailleurs le président allemand, parce que lui aussi est un président, le président Steinmeier est un président qui est là pour représenter. Alors il a un passé politique, il a été vice-chancelier et ministre des Affaires étrangères allemand. C'est une personnalité politique de première grandeur, un peu comme nos présidents sous la 4e ou la 3e République, c'est-à-dire qu'ils étaient là pour les cérémonies, mais ils avaient eu avant un passé politique de ministre, de Premier ministre, de président de Chambre, etc. Donc ils savaient élargir un peu, même si beaucoup se plaignaient comme Poincaré de ne pas pouvoir faire grand-chose et d'être dans la main de leur gouvernement, ils avaient quand même un sens politique. Mais les souverains constitutionnels, évidemment, sont purement dans le symbolique, et donc attachent énormément d'importance à l'exactitude, au cadencement, aux personnes qui sont invitées. Ils font moins de choses, mais je dirais qu'ils attachent plus d'importance à ce qu'ils font et à leur gestuelle, d'autant plus que souvent ils ne peuvent pas dire grand-chose parce qu'ils sont limités dans leur capacité d'expression. Or, ce qui fait la caractéristique de nos chefs d'État et de gouvernement démocratiques, occidentaux, politiques, c'est quand même qu'ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, il parlait beaucoup jusqu'à M. Macron. M. Macron a bien compris à quel point c'était potentiellement dangereux, et donc il économise sa parole. Et moi, je dirais, il a tout à fait raison. Tout à fait raison. Quoi ? Non, mais il ne peut pas ne rien dire. Mais quand vous voyez quelquefois dans des déplacements à l'étranger que vous faites parler 6 fois dans la même journée le président de la République, à différentes occasions, dans une université, dans un forum économique, à un déjeuner, devant des milieux socioculturels, à chaque fois un discours. Alors d'abord, on n'écoute plus. Je veux dire, il y a une telle masse d'explications, d'incantations, de discours que ça n'est plus. Et puis alors en plus, je trouve qu'il parle trop longtemps. C'est-à-dire que le discours de 25 à 30 minutes, c'est trop long. Un discours de 8 minutes, 10 minutes, c'est très bien. C'est d'ailleurs beaucoup plus dur à faire parce qu'il faut être percutant et aller à l'essentiel. C'est pas la peine d'avoir ces interminables logorées. Mais enfin bon, je suis comme vous un citoyen parmi d'autres. Hein. Je n'ai jamais eu la charge d'un pays. Mais je me disais vraiment... J'en avais parlé d'ailleurs aussi bien avec M. Sarkozy qu'avec M. Hollande. Et, il m'avait répondu oui, mais malheureusement, nous ne sommes pas libres. On est obligé de... Alors, oui, sauf qu'à un moment, on peut casser le rythme en disant, justement, moi je ne ferai plus pareil. C'est un des éléments de la réforme et je pense que c'était attendu. Une question ici. Je pense à 3 visites de chefs d'État dans l'histoire. Je pense à la visite de président américain, de président chinois. Je pense aussi au président de la Libye, il y a longtemps de ça.
est-ce que le chef du protocole est obligé de négocier avec les autres chefs du protocole la façon dont on organise les choses? Ah ben, c'est une négociation... Pardonnez-moi, juste combien de temps elle dure, cette négociation, et sur quoi porte-t-elle? Ben, elle porte sur tout. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on fait appel à des diplomates pour être chef du protocole, c'est parce qu'on passe son temps en mission préparatoire à organiser le déplacement. Le déplacement, c'est d'abord le programme. Qu'est-ce qu'on fait? Sachant que nous, on veut faire, comme je le disais, soit on veut tout faire, soit on veut faire un certain nombre de choses, mais enfin, on a des idées assez précises quand on se rend dans un pays étranger. Et les étrangers, quand ils viennent en France, c'est pareil. Une personnalité comme M. Erdogan ou M. Poutine, il sait ce qu'il veut. Donc, quand ils viennent en France, ils disent on va faire ça, ça, ça et ça, et à telle heure. Et nous, on leur dit ben non, c'est pas possible. Ça, vous pouvez pas le faire. Ça, vous allez un risque d'avoir des manifestants tout autour qui vont vous crier des. Ah, on dit ah bah oui, mais vous avez qu'à les coffrer. Ah bah non, c'est pas possible. Chez nous, on les coffre pas. Donc voilà. Donc c'est une négociation permanente, si je peux dire, pour ajuster le programme. C'est-à-dire que souvent, quand on va en déplacement à l'étranger, le chef du protocole avec une petite équipe, il s'y rend un mois avant pour commencer la négociation. Et puis après, la négociation, elle est poursuivie directement de protocole à protocole ou par le biais de l'ambassade de France dans le pays qui dit non, ben ça, c'est désolé, vous voulez toujours nous faire ça, mais nous, on ne veut pas. Voilà. En lien, évidemment, avec le cabinet du président de la République et avec le président de la République ou avec le Premier ministre, s'il s'agit du Premier ministre. Et c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça porte, je dirais... Alors, quand on a une visite dans un sens ou dans l'autre, c'est que les relations sont suffisamment bonnes et symboliquement importantes pour que on souhaite que cette visite se tienne, y aller ou y venir. Donc, l'ambiance est bonne, elle n'est pas au conflit, on ne cherche pas à envenimer les choses, mais enfin, on ajuste. Voilà, donc c'est vraiment une négociation. Et c'est une négociation diplomatique, parce que derrière ce que l'on cherche à faire ou à ne pas faire, il y a évidemment des enjeux pas seulement politiques, des enjeux économiques, des enjeux symboliques sur la relation bilatérale. Alors, justement, à l'instar tout à l'heure de la confidence que vous avez faite sur le départ du président Sarkozy et le raccompagnement du président Hollande, est-ce qu'il est possible que vous ayez des anecdotes sur les 3 chefs d'État dont j'ai parlé tout à l'heure? Si c'est possible, c'est pour le plaisir d'être ensemble. Alors, un président des États-Unis, sa visite en France, ou d'ailleurs le fait d'aller aux États-Unis pour un chef d'État français, est compliqué par les questions de sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont une dimension délirante de la sécurité. Et la sécurité, malheureusement, est totalement indépendante du président des États-Unis. C'est-à-dire que lui-même obéit aux contraintes de sécurité. Alors ça complique les choses. C'est le cas aussi des Russes. Mais les Russes, l'avantage, c'est que si Poutine dit un truc, ils disparaissent. Alors que le président Obama ou le président Trump ne peuvent pas. Et donc ça engonce énormément. Ça les oblige à éliminer des lieux qui nous seraient parus tout à fait naturels, mais c'est pas possible parce que, voilà, raison X ou Y, on ne peut pas sécuriser dans un rayon de 200 mètres autour tous les immeubles, on ne peut pas donner le nom de toutes les personnes. Enfin, ils ont en tête des assassinats de présidents. Alors, comme je l'aurais toujours dit, je répondais généralement au chef du protocole, oui, et d'ailleurs, ça a toujours été sur le sol américain. Ça n'est jamais quand ils étaient en déplacement en France. Ni le président Kennedy en 1961, ni le président Wilson en 1919, ni tous les présidents qui sont venus en France ont été assassinés en France. Par contre, voilà. Bref, enfin, donc, alors, c'est une contrainte. C'est une contrainte dont il faut tenir compte quand on organise quelque chose, comme par exemple un mini-sommet le 6 juin 2014 à Bénouville et à Ouistreham pour les 70 ans du débarquement, où on avait la reine d'Angleterre en visite d'État d'ailleurs, mais c'est pas elle qui est la plus compliquée parce qu'elle voyage avec très peu de monde, une sécurité ultra légère, et parce que comme disait son secrétaire particulier et son chef du protocole, de toute façon elle considère qu'arrivée à l'âge qu'elle a, compte tenu du nombre d'enfants et de petits-enfants qu'elle a,
Il n'y a aucune conséquence. Voilà. Donc, alors on dit, bah, très bien. Enfin, nous, ça nous embêterait quand même qu'elle soit assassinée sur le sol français. Mais c'est vrai que c'est le contraire du président Obama en l'occurrence. Et donc ça nous a compliqué les choses. Si la cérémonie à Ouistreham a pris 1 heure de retard, et si on est arrivé très très tard, en faisant attendre tous les anciens combattants très âgés qui étaient là dans les tribunes, etc., moi j'étais furieux. C'est à cause des États-Unis et de Poutine, mais c'est à cause de leurs moyens de transport. On leur avait dit, vos voitures ne passent pas dans le bocage normand, ne mettez pas ce genre, et on ne peut pas vous mettre d'hélicoptère parce que c'est à 15 km, donc on y va par là. Voilà, donc ça je veux dire, c'est la caractéristique des Américains et ce qui fait que c'est compliqué d'accueillir un président américain en France, même si on a très envie de les accueillir et qu'on aime beaucoup les Américains, surtout quand il s'agit de commémorer le débarquement de Normandie. La Russie, c'est un petit peu différent. Alors là, c'est un petit peu, si je peux dire, à la fois une tradition autoritaire, de vouloir faire ce que l'on fait, de ne pas toujours rentrer dans les cadres de ce que l'on demande, mais d'un autre côté, vous parliez plutôt de la Chine que de la Russie. Mais enfin, la Russie, la Chine, c'est un petit peu pareil. D'un autre côté, ils aiment beaucoup tout ce qui est officiel et tout ce qui est institutionnel et tout ce qui est symboliquement classique, si je peux dire, dans des lieux classiques. Donc, ils ne cherchent pas des choses qui, quelquefois, par leur originalité, rendent l'organisation plus difficile. Et puis, le président libyen, d'abord, il n'y en a qu'un, à ma connaissance, qui soit venu en France. C'était dans des circonstances très particulières, d'une tentative de réconciliation avec la Libye, avec laquelle nous étions presque en guerre depuis le début des années 80. Souvenez-vous des affaires Hissène Habré, de l'Airbus du TA abattu en 86, etc. Enfin, vous avez... Donc on est vraiment dans des relations très compliquées et on cherchait à... donc on s'est adapté aux demandes exotiques, si je peux dire, du président Kadhafi, mais qui ne s'est pas du tout rendu compte, parce que je pense qu'il était dans un monde décalé par rapport à la réalité des rapports de force politiques contemporains. Il ne s'est pas rendu compte qu'on avait été loin, y compris en termes d'image, pour le président de l'époque. On avait été loin dans satisfaire ces lubies, disons-le, et ça lui a pas rapporté. Je pense que son attitude lors de la visite d'État de 2008 a été le fait majeur, mais un des éléments de contexte qui a provoqué l'intervention alliée, enfin l'intervention occidentale en Libye en 2011. Parce que il faut savoir aussi que, bon, certes, il faut bien recevoir, mais il faut aussi, quand on est reçu, savoir se comporter. Voilà. Merci.